serbe. Nous sommes allés à Belgrade retrouver Srđa Popović, un des tout premiers à avoir suivi le stage de Bob Elvy. Ce leader de la révolution serbe dirige aujourd'hui un café branché de Belgrade. On a rencontré Bob Elvy en avril 2000. On était déjà une vraie force d'opposition au régime, mais son expérience nous a beaucoup aidés, ça a été décisif. Ce qu'il nous a appris, c'est qu'il faut sélectionner des personnes dans le système, comme par exemple la police, puis leur envoyer constamment le message que nous sommes tous des victimes, eux comme nous. Eux, ils sont des victimes parce que ce n'est pas le rôle de la police d'arrêter des gamins de 13 ans. L'une des premières choses qu'on a appris, c'est d'être visible le plus possible. Il faut choisir un symbole. Nous, c'était le point fermé. En Ukraine, c'était la couleur orange. Ça, c'est l'outil de communication. Ensuite, on passe à l'action publique, aux manifestations. Comme ça, on mobilise les masses parce qu'il faut beaucoup de monde pour gagner une bataille. Une méthode redoutablement efficace. 3 mois après le stage organisé par Bob Elvy, le régime de Milosevic tombe. Depuis, les Serbes sont devenus les VRP de la méthode Elvy. Ils exportent leur savoir-faire partout où on rêve de révolution. Ce sont eux qui ont aidé les Géorgiens à chasser Edouard Shevardnadze du pouvoir. Ce sont eux qui ont aidé à préparer la révolution orange. La méthode est toujours la même. 2 mois avant les élections, des stages discrets sont organisés pour former des leaders étudiants. Nous sommes allés en Ukraine où nous avons retrouvé des images d'un de ces stages. Nous sommes 2 mois avant la révolution orange. Les élèves sont ukrainiens et rêvent de révolution. Les professeurs sont serbes et ont déjà mené à bien la leur. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que beaucoup de gens veulent vous aider à l'extérieur, qu'ils connaissent votre douleur, qu'ils vont tout faire pour que vous viviez un jour dans un pays démocratique, dans une Ukraine libre. On leur a appris comment créer leur organisation, comment faire de leur mouvement une véritable marque, comment créer des logos, comment faire passer des messages, comment recruter du monde, mobiliser les gens autour de leur cause et bien sûr comment trouver de l'argent. Autres intervenants pendant ces stages, les représentants des organisations américaines. Ce sont eux qui payent les Serbes pour intervenir ici. Ceux-là appartiennent à la fondation du sénateur McCain et à Freedom House. Le pouvoir est convaincu qu'il va encore s'en sortir en trichant, que personne ne les regarde. Il faut que l'on change cela, qu'ils sachent qu'on les observe. Vous avez tous déjà vu Spider-Man, Batman ou Superman. Bon, à chaque fois, il y a un personnage que personne ne voit, qui contrôle la ville, qui observe tout, qui est partout. Et bien, c'est exactement ce qu'on doit faire, être partout et terroriser le pouvoir. 10 jours après ce premier séminaire, les meilleurs éléments sont en Crimée pour un stage plus pratique. C'est ici que les formateurs serbes mettent la dernière touche à la véritable petite armée chargée de mobiliser les électeurs ukrainiens. Nous ne sommes plus qu'à 1 mois et demi des élections. Ce stage est financé par Freedom House, la même organisation qui finance l'imprimerie du Kyrgyzstan. Nous décidons donc d'aller à New York au siège de Freedom House. C'est Adrian Karatnitsky qui, au sein de l'association, est chargé du dossier ukrainien. En passant dans le couloir avant d'arriver dans son bureau, il en profite pour nous donner un petit cours de démocratie. Les pays libres sont en vert. L'Ukraine et la Géorgie sont encore en jaune, c'est-à-dire semi-libres. Car cette carte date de l'année passée, juste avant la Révolution orange. Et puis, ils n'ont pas encore consolidé leurs institutions. Et en bleu, ce sont les pays cibles, les pays qui ne sont pas libres. C'est la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, etc. Pour les Ukrainiens, on a donné une petite bourse de 30 000 $ pour qu'ils puissent rassembler des centaines d'activistes dans le sud de l'Ukraine, en Crimée. Ils ont été entraînés à l'action civique et à surveiller les élections.
En fait, dans les années 50, 60 et 70, ce genre d'activité était mené par la CIA de manière cachée. Cela donnait l'impression que les services de renseignements américains noyautaient les organisations et les partis politiques des pays. Ça faisait passer les mouvements locaux pour des instruments de la CIA. Il a donc été décidé que les États-Unis feraient désormais ce genre d'activité de manière transparente et publique. Et c'est ce qu'on fait avec nos fondations. Et la méthode est efficace. Nous sommes allés le vérifier en Géorgie. Une Géorgie qui, depuis la révolution des roses en 2003, a basculé dans le camp américain. Cet après-midi, Tbilissi, la capitale, attend la visite du président Bush. Les États-Unis déversent ici plus de 100 millions de dollars par an d'aides diverses et possèdent, comme au Kyrgyzstan, une base militaire stratégique. Ici, c'est cet homme, George Soros, le multimilliardaire américain proche du Parti démocrate, qui a aidé les leaders de la Révolution des Roses grâce à sa fondation, Open Society. Kahal Omaya était à l'époque le représentant géorgien de la fondation de George Soros. Depuis, il est devenu ministre de l'Éducation nationale. On a joué un rôle important pendant les élections. L'un de nos programmes, par exemple, c'était d'inciter les gens à aller voter. On a financé toute une série de concerts de rock, distribué des tracts, diffusé de la publicité à la télévision, etc., etc. Tout cela nous a coûté à peu près 300 000 dollars. Là, c'est moi avec Bush père. L'ancien président de Géorgie, Edouard Shevardnadze, lui, n'est plus rien du tout. Chassé du pouvoir, il vit avec ses souvenirs et une certitude. Les jeunes politiciens qui ont pris le pouvoir ont été pour la plupart financés par George Soros, le célèbre milliardaire américain. Je ne sais pas pourquoi il a voulu renverser le gouvernement géorgien. Mais ça n'a pas été une révolution. C'était un coup d'État.